J'avais une question à vous poser. Vous avez énormément évoqué le fait que les investissements, alors soit en infra, soit en R&D, j'imagine également, sont majeurs sur des temporalités qui, lorsqu'on les fait aujourd'hui, vont nous emmener sur des cycles à plusieurs années, voire décennies. J'avais une question sur un sujet qui aujourd'hui est en train d'émerger dans la mobilité, qui est l'hydrogène. C'est une question qu'on se pose aujourd'hui, alors parmi les différents opérateurs, soit de transport, soit les énergéticiens et autres. Quelle est votre vision sur ce type d'énergie, sachant que c'est finalement de l'électricité d'une certaine manière également, et peut-être une autre manière de stocker. Et j'aimerais bien, si vous avez les éléments, j'espère ne pas vous prendre de cours, mais si vous avez des éléments de lecture sur les capacités d'investissement ou les montants mis en investissement aujourd'hui en R&D, mais aussi en construction de centrales de production d'hydrogène. Voilà un peu le sujet que j'avais envie de vous poser. Merci beaucoup. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'hydrogène est un vecteur énergétique. C'est pas une source supplémentaire. Bon. Il y a quelques chercheurs qui pensent que demain, l'hydrogène pourrait devenir une source significative si on va le chercher assez profond dans le sol. Bon, je ne me prononcerai pas là-dessus. Donc, pour l'instant, on raisonne sur l'hydrogène. Il y en a partout. Je rappelle, l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. Mais le problème, c'est que l'atome est toujours dans une molécule, soit avec de l'oxygène pour faire de l'eau, soit dans des hydrocarbures, soit dans de la biomasse, mais il n'est jamais pur. Mais bon, donc il faut et dès qu'il est pur, le problème, c'est qu'il se barre. Parce que comme il est très léger, la pesanteur n'est pas suffisante. Donc le premier problème de l'hydrogène, c'est sa production. Et puis ensuite, il y a ses usages. Alors, sa production, aujourd'hui, vous avez à peu près 98, peut-être même 99% de l'hydrogène dans le monde qui est un sous-produit, soit du gaz, soit du charbon. En Europe, c'est principalement du charbon, du gaz, pardon. Ça émet un peu moins que si on le produisait avec du charbon, mais ça émet du CO2. Et donc, le premier problème de l'hydrogène, c'est d'être capable de le produire de le libérer de sa dépendance aux fossiles. Parce que quand même, il faut rappeler, je suis frappé, quand vous faites le bilan en cycle de vie, aujourd'hui, une voiture ou un bus qui circule à l'hydrogène, ça émet plus, en définitive, qu'une voiture diesel bien... Je n'ai pas fait le calcul pour le bus, donc je ne peux pas regarder, mais je pense que c'est la même chose. Ça émet plus qu'une voiture diesel bien optimisé parce que vous avez l'émission à l'amont. Si vous voulez. Donc il y a un vrai problème Donc pour produire de l'hydrogène décarboné, il y a déjà deux possibilités. Une possibilité qui est de mettre de la CCS sur une installation qui produit l'hydrogène à partir d'hydrocarbures, soit vous faites de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, on est sur la filière catalyse, à partir de l'électricité, mais il faut avoir de l'électricité verte. Si vous avez de l'électricité pas verte, vous êtes toujours dans le même problème. Soit il y a des petits pilotes de R&D qui travaillent sur de l'hydrogène vert produit à partir de la biomasse. Donc il y a deux projets dans l'est de la France, à partir de la biomasse ligneuse. Et il y a un petit projet qui est bien sympa. Je dis qu'il est sympa parce que je connais un peu les gens du reste, qui est à côté du Mans, avec de la production agricole, je ne sais plus quelle plante. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais donc il y a quand même, il n'y a pas qu'une voie pour faire de l'hydrogène qui est décarboné. Bon. En termes économiques aujourd'hui, en gros, j'aurais dû emmener mes chiffres là, mais je ne les connais pas par cœur, mais en gros, l'ordre de grandeur, c'est que si vous mettez une taxe carbone à peu près 80 à 100 euros la tonne, vous financez le CCS sur de l'hydrogène produit à partir du gaz en Europe. Les catalyseurs, aujourd'hui, ça revient à peu près de 3 à 4 fois plus cher que l'hydrogène qui est fourni à partir des hydrocarbures. Mais les gains de coût, nous disent les gens qui investissent dans les changements d'échelle, sont extrêmement rapides. Voilà un peu
Donc aujourd'hui, on est plus sur des filières de catalyseurs avec de l'électricité. Donc ça pose deux questions. À quel rythme vont baisser les catalyseurs et quelles sont les technologies? Donc il y a trois voies technologiques. Je ne rentre pas dans les détails, parce que, en plus, moi je ne suis pas ingénieur, mais j'ai compris ça. Bon. La France n'est pas si mal positionnée que ça, parce qu'on a quand même plusieurs pilotes en cours. Bon. Puis on a une start-up. Du reste, je suis content parce que j'avais invité le patron de la start-up il y a pas loin de 10 ans à la chaire, qui s'appelle McPhee. McPhee, quand même, une vraie start-up. C'est une histoire qu'on raconte souvent aux États-Unis, mais là, il arrive en France. C'est une start-up, c'était des chercheurs à l'université d'Orsay, puis ils ont quitté la fac, ils ont fait leur boîte. Et aujourd'hui, c'est quand même la start-up la mieux positionnée. Alors, ils sont en partie vendus à EDF, évidemment, parce que c'est un peu le problème des start-up en France, c'est qu'ils finissent par être bouffés par les gros, mais ils ne sont pas totalement bouffés parce qu'EDF n'a qu'une participation. Donc là, il y a vraiment un potentiel intéressant. Bon. Le problème, c'est sur quelle source d'énergie vous la branchez. Et donc, il y a un débat en Europe. Ceux qui investissent le plus massivement dans l'hydrogène, ce n'est pas les Français, c'est les Allemands. Et les Allemands, comme c'est des gens plutôt plus anticipateurs, plus planificateurs que nous, ils ont déjà prévu de faire monter l'électricité verte depuis le Maroc et depuis le Maghreb. Parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas assez de capacité de production d'électricité verte chez eux. En France, inévitablement, quand vous écrivez un papier sur l'hydrogène, si vous dites que l'hydrogène doit se brancher sur des sources renouvelables, vous allez avoir 20 partisans de l'industrie nucléaire qui vont vous dire non, il faut le brancher sur le nucléaire. Donc vous avez ce débat, le débat du nucléaire rejaillit sur l'hydrogène, puisque en gros, c'est idiot comme débat, mais on est en France, on peut pas. Donc il y a des gens qui pensent qu'on pourrait massivement produire de l'hydrogène vert à partir de l'hydrogène. Tous les gens qui sont dans les renouvelables vous expliquent que l'un des intérêts de l'hydrogène, c'est que c'est un vecteur aussi de stockage de l'énergie. Que le brancher sur des sources intermittentes, c'est intéressant parce que ça permet de stocker des excédents au moment où il y en a trop, et puis vous les transformez en hydrogène et vous pouvez les réutiliser ensuite. Donc ça, c'est pour le volet amont. Donc je pense que le plan, c'est un plan en partie européen en réalité. Ce plan est je crois, assez bien doté en financement. L'expérience montre, parce que ça c'est un truc aussi qu'il faut savoir, très souvent, c'est pas l'argent qui manque. C'est la capacité d'utiliser l'argent, c'est la capacité de mise en œuvre. Bon. Donc là, je pense qu'il y a les deux. Les deux en France. Et l'Europe est bien positionnée parce qu'il y a 3 énormes producteurs de gaz industriel dans le monde et il y en a 2 qui sont européens. Vous avez Air Liquide en France et puis vous avez un autre en Allemagne, je ne sais plus comment il s'appelle, Linde, un truc comme ça. Bon. Donc on a quand même des ressources industrielles intéressantes. Ensuite, bon, après, si vous voulez mon opinion complète sur le plan de relance de l'oxygène, je suis à fond la caisse sur le soutien public pour la recherche. En fait, c'est plus du soutien au développement. C'est de l'argent public qui permet à des industriels de changer d'échelle sans prendre les risques. Ce ne sont pas des nouveaux procédés. Les procédés, on les connaît. C'est le fait de passer du procédé en petit, soit en laboratoire, c'est à petite échelle, à l'échelle industrielle. C'est ça qu'on finance. Donc c'est ça qu'on finance pour le projet McPhee et les autres projets. Là, l'argent, il faut vraiment le mettre et il y a ce qu'il faut. Bon, il y a un autre volet des subventions qui est une subvention à l'utilisation. Moi, je vous dis, plutôt que de subventionner l'utilisation de l'hydrogène, mettez une taxe carbone. C'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus rationnel. C'est beaucoup plus efficace parce que vous pénalisez en même temps le fossile, vous économisez de l'argent public, donc vous pourrez en mettre plus sur la recherche et développement, et vous basculez plus rapidement vers les usages. Mais bon, les économistes sont loin d'être les seuls à décider les instruments de politique publique qu'on utilise. Après, il y a la question des usages. Et là, je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous montre un peu comment va être l'économie de l'énergie demain. En vérité, il y a plein d'usages possibles de l'hydrogène. Alors,
souvent, si vous interrogez quelqu'un qui ne connaît pas bien les choses, un concitoyen quelconque dans la rue, bon, lui, il pense tout de suite hydrogène, voiture, hein, et puis il a vu la pub à la télé pour, en général, un grand constructeur japonais, dont je tairai le nom, mais qui fait des hybrides depuis je ne sais pas combien d'années, bon, qui est en train de se lancer dans l'hydrogène. Bon, si on regarde bien dans les concurrences d'usage, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hydrogène qui a la plus grande valeur sur le plan des réductions d'émissions de gaz à effet de serre? Alors moi, je vous dis tout de suite, décarboner la production d'acier primaire. Dans le monde, le premier secteur industriel qui émet du CO2, c'est l'acier. On sait décarboner l'acier recyclé, on ne sait pas décarboner l'acier primaire. Et on utilise encore les procédés du four Martin qui ont été mis en place dans les années 20. À Dunkerque, à Fos, etc. On ne va pas développer l'Afrique au sud du Sahara ou l'Asie du Sud en faisant des cahutes en bois amélioré, si vous voulez. On a besoin d'acier pour développer ces pays-là. Bon. Et si on n'a pas d'acier décarboné, on va émettre du CO2. Si vous voulez. Donc l'enjeu de la production d'acier primaire est majeur sur le plan du CO2. Or, aujourd'hui, probablement, la voie qui est en train de se tester à l'échelle grandeur industrielle en Suède, dans un projet qui s'appelle Hybrid, est extrêmement importante sur le plan de l'économie du CO2. Parce que c'est quand même l'acier, c'est pratiquement le tiers des émissions mondiales de CO2 dans le secteur industriel. C'est colossal. Donc ça, c'est un usage très intéressant. Dans la mobilité, vous voyez le port de Marseille, comment, on en parlait hier soir avec Olivier, il connaît ça encore mieux que nous, on utilise le pire des carburants possibles dans les bateaux. Bon. L'hydrogène est probablement une voie intéressante pour bouger les bateaux. Bon, c'est probablement une voie plus intéressante pour bouger les camions que pour bouger les voitures. L'écart, je crois que vous êtes dans l'écart en partie. L'écart, je ne saurais pas me prononcer, mais bon, a priori, ça me paraît plus intéressant de faire des cars à hydrogène que des véhicules particuliers hydrogène. Oui, on va avoir une concurrence sur les usages. C'est hyper intéressant de l'utiliser aussi comme vecteur de stockage. Mais pas du stockage à court terme. Parce que le stockage à court terme, demain, je pense que la batterie sera beaucoup plus intelligente. Mais faire du stockage intersaisonnier, qui va être un vrai problème, le stockage intersaisonnier. Bon. Donc, on va avoir une concurrence sur les usages. Et cette concurrence sur les usages de l'hydrogène préfigure, je crois, la concurrence générale qu'on va avoir demain sur les différentes sources d'énergie. Parce qu'on est encore sur un logiciel, surtout nous, économistes du climat. Alors, en plus, bon, moi je regarde un peu l'arité, mais la plupart de mes collègues font des modèles, si vous voulez. Donc, eux, ils sont sur un modèle, on regarde la compétitivité du fossile par rapport au bas carbone, si vous voulez. Mais moi, je pense que demain, on va avoir une économie d'énergie dans laquelle on va avoir des tas de compétitivité, des tas de problèmes de concurrence entre énergies décarbonées. Et qu'est-ce qui va faire la loi, si vous voulez? Il faut trouver les bons indicateurs pour que ce soit ceux qui décarbonent le plus vite. Et donc, le meilleur critère, c'est quoi? C'est de mettre un prix au CO2. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... En tout cas, je suis passionné par l'hydrogène, si vous voulez. J'ai fait même un papier dans The Conversation là-dessus, qui m'a valu une volée de bois vert des gens du nucléaire.